Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo je vais présenter le quatrième chapitre intitulé Transistor bipolaire et transistor à effet de champ. Pour cette première partie, je vais présenter le transistor bipolaire. Dans le plan est le suivant. Après une petite introduction, je vais traiter le transistor bipolaire. Dans cette partie, je vais présenter la définition du symbole et aussi le montage de base du transistor bipolaire. Et encore, je vais présenter les régimes de fonctionnement. Et aussi, je vais décrire le fonctionnement du transistor NPN en mode normal. Et encore, je vais donner les différentes relations fondamentales entre les différents courants IC, IE et IP. Et finalement, je vais terminer par le réseau des caractéristiques statiques du transistor bipolaire du type NPN. Je vais commencer par une petite introduction. Malgré la large utilisation du transistor à effet champ dans les circuits intégrés, on trouve le transistor bipolaire très utilisé dans les circuits à composants discrets et aussi dans les circuits intégrés, qui exigent des courants de sortie très élevés, de grande vitesse de commutation et aussi de faible bruit. Alors le transistor bipolaire, c'est un composant électronique très utile. On peut l'utiliser comme interrupteur électronique, on peut l'utiliser aussi comme amplificateur ou bien comme stabilisateur de tension, etc. Dans ce chapitre, on va traiter le transistor bipolaire et aussi le transistor à effet champ. Et dans cette vidéo, je vais présenter le transistor bipolaire. Je vais commencer par le transistor bipolaire. Comme définition, le transistor bipolaire est un transistor appelé aussi transistor à jonction. Elle est construite avec trois couches de semi-conducteurs de type P et N, assemblées de façon à former deux jonctions PN. Aussi, le niveau de dopage décroît d'un bout à l'autre, ou bien décroît d'un semi-conducteur à l'autre, et on distingue deux types de transistors bipolaires. Le transistor bipolaire de type NPN et le transistor bipolaire de type PNP. Pour le transistor bipolaire de type NPN, il est formé par deux semi-conducteurs du type N et un semi-conducteur du type P situé en milieu. Pour le semi-conducteur du type N du côté E, fortement dopé, on l'appelle émetteur. Et pour le semi-conducteur du type N de l'autre côté, on l'appelle collecteur. Il est moyennement dopé. Pour le semi-conducteur qui se trouve au milieu, on l'appelle la base. Il est faiblement dopé. On ajoute que le semi-conducteur fortement dopé, ou bien l'émetteur, joue le rôle d'émettre les électrons. Comme vous savez, un semi-conducteur du type N, les porteurs majoritaires, ce sont les électrons. Alors le rôle de l'émetteur, c'est d'émettre les électrons. Le rôle de la base, c'est de transmettre au collecteur la plupart des électrons qui viennent de l'émetteur. Et le collecteur, son rôle, c'est de collecter les électrons qui viennent de la base. Encore, on peut ajouter que la dimension de l'émetteur est inférieure à celle du collecteur. Et la base possède une dimension petite. Le symbole de transistor du type NPN est le suivant. Comme vous remarquez bien, on a trois bords, la base, le collecteur et l'émetteur. Encore, on remarque bien sur ce symbole une flèche qui indique le sens réel du courant électrique. Et aussi, il indique l'émetteur. On note bien que le courant électrique dans le transistor de type NPN est dû aux électrons. Faites attention à ça, c'est très important. Le courant dans le transistor bipolaire de type NPN est dû aux électrons. Car le semi-conducteur de type N fortement dopé est de type N, donc c'est-à-dire l'émetteur est de type N,
il est fortement dopé. Et alors, comme vous savez, les porteurs majoritaires, ce sont les électrons. Donc le courant est dû aux électrons. Pour le transistor du type PNP, il est formé par deux semi-conducteurs de type P et un semi-conducteur de type N. Le semi-conducteur du type P fortement dopé joue le rôle de limiteur. Le semi-conducteur du type P de l'autre côté joue le rôle du collecteur. Et le semi-conducteur du type N qui se trouve au milieu joue le rôle de la base. Le symbole de ce transistor est le suivant. On remarque bien aussi les trois bornes B, C, E sur le symbole, la base, le collecteur et limiteur. Il y a encore la flèche dans le sens contraire par rapport à celui de NPN. Et alors, le sens toujours de la flèche indique à la fois limiteur, il indique limiteur et il indique aussi le sens du courant électrique, le sens réel du courant électrique. Ici, le courant électrique dans le transistor est dû au trou. Comme vous savez, le semi-conducteur fortement dopé, c'est un semi-conducteur de type P et que les porteurs majoritaires d'un semi-conducteur de type P, ce sont les trous. Donc le courant dans un transistor de type PNP est dû au trou. Aussi, on peut ajouter soit pour le transistor du type NPN ou bien pour le transistor de type PNP, on a toujours la relation qui va relier les trois courants IC, IB, IE, le courant dans la base IB, le courant du collecteur IC, le courant du limiteur IE. Donc la relation qui va relier ces trois courants, c'est IE égale à IB plus IC. Et aussi la relation qui va relier VCE, VBE et VCB est la suivante, que VCE égale à VCB plus VBE. Aussi, on ajoute que d'un point de vue physique, le fonctionnement des deux transistors, soit NPN ou bien PNP, est le même. Ils ont le même principe de fonctionnement. Et dans la suite, on va considérer ou bien on va étudier le transistor NPN. Le raisonnement est identique pour le transistor PNP. Seulement, il suffit de permettre le rôle des électrons et des trous. Passons maintenant au montage du base du transistor. Comme vous savez, le transistor bipolaire possède trois bornes, émetteur, base et collecteur. Et pour considérer le transistor comme un quadrupole, il faut mettre une de ces bornes en commun entre l'entrée et la sortie. Et alors, quand on branche un transistor au réseau extérieur à travers ces trois bornes, il y a trois montages possibles pour qu'il y ait une de ces bornes commune à l'entrée et à la sortie. Donc on distingue le montage émetteur commun. Dans ce montage, l'émetteur doit être en commun entre l'entrée et la sortie. Et alors, l'entrée c'est la base et la sortie c'est le collecteur. Et les grandeurs d'entrée ce sont VBE et IB et le grandeur de sortie c'est VCE et IC. Le deuxième montage c'est la base commune. Ici, la borne base est en commun entre l'entrée et la sortie. Et l'entrée doit être c'est l'émetteur et la sortie c'est le collecteur. Et les grandeurs d'entrée sont VEB et IE. Et le grandeur de sortie ce sont VCB et IC. Pour le troisième montage, c'est le collecteur commun. Dans son montage, la borne collecteur est en commun entre l'entrée et la sortie. Et l'entrée, c'est la base et la sortie, c'est l'émetteur. Les grandeurs d'entrée sont IB et VBC. Et les grandeurs de sortie sont VEC et IE. Concernant les régimes de fonctionnement de transistors bipolaires, on distingue trois régimes de fonctionnement.
selon la polarisation des jonctions émetteur-base et base-collecteur. On distingue le mode actif, ou bien on l'appelle aussi le mode linéaire, ou bien le mode normal, lorsque la jonction émetteur-base est polarisée en direct et la jonction base-collecteur est polarisée en inverse. Par exemple, pour un transistor du type NPN, il est en mode actif lorsque VBE est supérieur ou égal à 0,7 volts. Et ce mode est très utilisé en amplification. Il permet d'amplifier ou bien de commander un courant de forte amplitude IC par un courant de faible amplitude IB. IC c'est le courant de collecteur, IB c'est le courant de la base. Le deuxième mode c'est le mode saturé. Lorsque les deux jonctions émetteur-base et base-collecteur sont polarisées en direct, le transistor doit être saturé. Et alors, il doit être comporté comme un interrupteur fermé. Pour le troisième mode, c'est le mode bloqué. Lorsque les deux jonctions émetteur-base et la jonction base-collecteur sont polarisées en inverse, alors il doit être comporté, le transistor NPN, par exemple, doit être comporté comme un interrupteur ouvert. Pour ces deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire le mode de fonctionnement saturé ou bien le mode bloqué, sont utilisés en commutation. C'est-à-dire on peut utiliser ce mode pour fonctionner le transistor comme un interrupteur électronique. Le transistor doit être interrupteur fermé lorsqu'il est saturé. Il doit être un interrupteur ouvert lorsqu'il est bloqué, selon les valeurs du courant IB, c'est-à-dire le courant de la base. Dans ce paragraphe, je vais décrire le mode de fonctionnement du transistor NPN en mode normal, qu'on l'appelle aussi mode linéaire ou bien le mode actif. Comme vous savez, en mode linéaire ou bien en mode actif, il faut polariser la jonction base émetteur en direct et la jonction base collecteur en inverse. Soit alors une diode ou bien une jonction dont l'anode est appelée la base de type P, faiblement dopée, et la cathode de type N, appelée émetteur, fortement dopée. Notez bien que l'épaisseur de la base, il faut qu'il soit faible. Et alors, lors de la polarisation de la jonction base émetteur en sens direct, la jonction doit être passante lorsque la tension VBE est supérieure à la tension seuil VS de la jonction. Sinon, si VBE est inférieur à VS, donc on va avoir la jonction est bloquée, c'est-à-dire aucun courant ne doit être circulé. Alors, si VBE est supérieur à VS, la jonction doit être passante. Et on sait bien que le courant dans une diode est en réalité constitué d'un courant de trou et un courant des électrons. Et comme nous avons l'émetteur est fortement dopé, est de type N, et la base est de type P et faiblement dopé, alors le courant des électrons, ou bien le courant dû aux électrons, est plus grand que le courant dû au trou. Maintenant, on va placer une deuxième jonction, ou bien une deuxième diode, dont la cathode est appelée le collecteur, c'est un semi-conducteur de type N, et l'anode est confondue avec l'anode de la première diode, ou bien de la première jonction. On va polariser cette deuxième jonction, base collecteur, en inverse. C'est-à-dire, on va favoriser le passage du porteur minoritaire. Et comme vous savez, les électrons qui sont injectés de l'émetteur vers la base deviennent minoritaires à proximité de cette jonction. Donc, certains d'autres de ces électrons seront combinés avec les trous
majoritaire de la base, mais comme la base est très faiblement dopée et son épaisseur est faible, alors les électrons injectés par l'émetteur auront peu de chances de se recombiner avec les trous de la base. Seule une faible portion de ces électrons va subir des recombinaisons avec les trous de la base. Et alors les électrons émis par l'émetteur arrivent à proximité de la jonction base-collecteur qui était polarisée en inverse, et par suite ils sont accélérés vers le collecteur par le champ dirigé du collecteur vers la base, car la jonction base-collecteur est polarisée en sens inverse. Alors en général, presque la majorité des électrons émis par l'émetteur sont collectés par le collecteur, et aussi ce courant ne dépend que de la valeur de VBE, tant que la diode base-collecteur est suffisamment bloquée. Si VBE est inférieur à VS, alors on va avoir normalement le courant doit être nul, car la diode ou bien la jonction base-émetteur elle était déjà bloquée. Donc si la jonction base-collecteur n'est pas suffisamment bloquée, une partie des électrons sort de la base, on dit que le transistor est saturé, et la tension VCE entre le collecteur et l'émetteur, à partir de laquelle le transistor est saturé, on l'appelle VCE saturation. On appelle cet effet, c'est l'effet transistor. Maintenant, quelles sont les relations fondamentales entre les courants IB, IC et IE en régime linéaire? Comme vous savez, pour un transistor bipolaire, toujours on aura IE égale à IC plus IB. Et aussi, on a vu qu'en régime linéaire, la fraction des électrons recombinés dans la base est très faible. Donc, on peut écrire que IE égale à IC, car IB elle doit être très inférieure à IE. Aussi, si on a considéré que alpha est la fraction ou bien le pourcentage des électrons qui arrivent au collecteur, c'est-à-dire on aura IC égale à alpha IE. Donc alpha il doit être égal à IC sur IE, et on définit alors le coefficient alpha comme étant le gain en courant continu du montage base commune. Comme vous savez, pour le montage base commune, le courant de sortie c'est IC et le courant d'entrée c'est IE. Alors alpha égale à IC sur IE, c'est le gain en courant continu du montage base commune. L'ordre de grandeur de alpha est compris entre 0,99 et 0,95. Encore on définit bêta, le gain en courant continu du montage émetteur commun, comme étant bêta c'est IC sur IB. Comme vous savez, pour le montage émetteur commun, le courant de sortie c'est IC et le courant d'entrée c'est IB. Et alors bêta c'est un gain en courant continu pour le montage émetteur commun. L'ordre de grandeur de bêta est compris entre 1000 et 20. Et aussi on peut écrire que IE égale à bêta plus 1 IB. On peut seulement remplacer IC par bêta IB. Et alors on peut écrire que IE égale à bêta plus 1 IB. Si on considère que bêta est très supérieur à 1, alors on peut écrire que IE égale à bêta IB. Donc on peut avoir aussi une relation qui va relier alpha avec bêta, le gain en courant continu bêta du montage émetteur commun, et alpha, le gain en courant continu du montage base commune. C'est-à-dire bêta il doit être égal à alpha sur 1 moins alpha. Donc on peut résumer, on peut avoir différentes relations très importantes. Si IE égale à IC plus IB, et aussi IC égale à IE à peu près égale à bêta IB, c'est très important. Aussi on aura toujours, il faut tenir que bêta égale à alpha sur 1 moins alpha, et aussi IC égale à alpha IE, c'est très important.
Passons maintenant au réseau des caractéristiques statiques du transistor bipolaire. Comme vous savez, la détermination de l'état de transistor ou bien le point de fonctionnement du transistor bipolaire nécessite la détermination de 6 grandeurs électriques, 3 courants IB, IC et IE et 3 tensions VBE, VCE et VCB. Or, on sait bien, on a deux relations qui relient les courants et les tensions. La première relie les courants, c'est IE égale à IC plus IB. Et la deuxième, c'est VCE égale à VCB plus VBE. Donc, on a besoin de 4 relations indépendantes pour caractériser le point de fonctionnement du transistor bipolaire. Si on considère un transistor bipolaire de type NPN en montage émetteur commun, il est nécessaire de déterminer la caractéristique IB en fonction de VBE avec VCE est une constante et déterminer l'autre caractéristique IC en fonction de VCE à IB constant. Si on a considéré le montage base commune et le transistor de type NPN, alors il est nécessaire de déterminer les caractéristiques IE en fonction de VEB à VCB une constante et IC en fonction de VCE à IB une constante. Et si on considère le transistor bipolaire du type NPN dans un montage collecteur commun, alors il est nécessaire de déterminer les caractéristiques IB en fonction de VBC à VEC en constante et EE en fonction de VEC à IB constante. Donc c'est très important. Dans la suite, je vais présenter les caractéristiques du montage émetteur commun pour un transistor NPN. Comme vous savez, pour le transistor NPN en montage émetteur commun, la caractéristique d'entrée, c'est la représentation du courant IB en fonction de VBE. Et alors, la caractéristique d'entrée IB en fonction de VBE est la suivante. On remarque bien qu'il s'agit d'une caractéristique d'une diode et on remarque que lorsque la tension VBE est supérieure à VS, la diode est passante. Et alors, on peut dire que lorsque VBE est supérieur à VS, le transistor est passant. Donc, pour débloquer le transistor NPN, il faut que la jonction base émetteur soit polarisée en direct, avec une tension supérieure à la tension seuil VS de cette diode. Si la tension VBE est inférieure à VS, soit en polarisation directe, soit en polarisation inverse, si VBE est inférieur à VS, alors la diode ou bien la jonction est bloquée et alors on n'aura aucun courant qui va circuler. Concernant la caractéristique de sortie du montage émetteur commun pour un transistor du type NPN, elle consiste à représenter le courant collecteur IC en fonction de la tension VCE. Comme vous savez, si la jonction base collecteur est suffisamment bloquée, c'est-à-dire s'il est polarisé en inverse, alors un courant d'électrons peut traverser cette jonction. Et alors, le courant IC en fonction de VCE est le suivant. On remarque bien que lorsque VCE est supérieur à VCE saturation, à ordre de grandeur de VCE saturation est de l'ordre de 0,2 volts, lorsque VCE est supérieur à VCE saturation, on remarque bien que le courant IC reste constant. Il ne dépend pas de VCE. Et aussi, on remarque que IC est proportionnel à IB. Si IB augmente, aussi IC augmente. On peut dire qu'on est dans le régime linéaire dans lequel on peut considérer que IC égale bêta IB. Encore, si VCE égale à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence de potentiel entre
le collecteur et l'émetteur, alors on n'a aucun courant ne circule entre l'émetteur et le collecteur. C'est clair. Donc le basculement entre ces deux fonctionnements se produit à la tension VCE saturation. Comme nous avons dit, d'ordre 0,2 volts. Et alors, dans cette région, le transistor est saturé. Et le courant IC n'est pas proportionnel à IB. Et aussi, IC est inférieur à bêta IB. Dans ce régime, qu'on l'appelle aussi le régime de saturation, et on peut considérer la diode ici, dans cette zone, lorsque VCE est inférieur et supérieur à 0 est inférieur à VCE, on peut le considérer comme un interrupteur fermé. On peut résumer les différentes conditions pour que le transistor bipolaire sera dans les différents régimes de fonctionnement, linéaire, saturé et bloqué. Pour que le transistor sera dans le régime passant linéaire, il faut que VBE sera supérieur à VS et le courant du collecteur IC égale bêta IB, avec IB est supérieur à 0. Pour que le transistor sera en régime saturé, il faut que VBE supérieur à VS et encore VCE est inférieur à VCE saturation, qui est de l'ordre de 0,2 volts. C'est-à-dire VCE inférieur à 0,2 volts. Et aussi, il faut noter que IC est inférieur à bêta IB. Il est différent de bêta IB dans ce régime. Et on peut remplacer ici le transistor par un interrupteur fermé. Concernant le régime bloqué, VBE il doit être inférieur à VS. Et dans ce cas, on aura IB égale à 0 et IC égale à 0. Donc ils sont nuls. Aucun courant ne circule dans le transistor. Finalement, je viens de terminer cette première partie du transistor bipolaire. On a représenté dans cette figure le regroupement des différentes caractéristiques statiques du transistor bipolaire du type NPN. On remarque bien ici qu'on a représenté la caractéristique d'entrée dans laquelle on a représenté le courant IP en fonction de VBE. Il s'agit d'une caractéristique d'une diode. Et aussi dans cette région, on a représenté la caractéristique IC en fonction de VCE. C'est la caractéristique de sortie. Donc il s'agit d'un réseau de caractéristiques qui dépend de IP. On remarque bien qu'on distingue deux régimes. Le régime linéaire dans lequel le courant IC est indépendant de VCE. Et on remarque ce régime, ou bien on aura ce régime lorsque VCE est supérieur à VCE saturation. Et aussi on distingue le deuxième régime, c'est le régime de saturation, dans lequel le courant IP n'est pas proportionnel à IC, ou bien IC n'est pas proportionnel à IP, on aura toujours IC est inférieur à bêta IB. Et ce régime se réalise lorsque VCE est inférieur à VCE saturation. Et concernant le régime linéaire, on aura toujours IC égale à bêta IB, ils sont proportionnels. Et on a représenté ici la caractéristique de transfert, c'est-à-dire IC en fonction de IB. Donc, je viens de terminer. Bonne lecture et bon courage. Merci de votre attention.